qui est hyper importante, à mon avis, c'est comment faire. Est-ce que vous avez trouvé à certains moments le temps long? Est-ce qu'il y a eu des moments où peut-être même, on peut en parler, il y a eu des moments, des envies d'arrêter, de passer à autre chose? Est-ce qu'il y a eu des déceptions? Est-ce que vous avez eu l'impression d'être submergé par des déceptions négatives? Et qu'est-ce qui a fait? Alors certainement, vous avez déjà un peu répondu, hein, le rêve, l'entourage, etc. Mais comment vous avez fait pour gérer depuis 2005 à 2004 jusqu'à 2021 voilà, de l'engagement, de l'engouement, de l'enthousiasme, de la passion, du plaisir? Est-ce qu'il y a eu que ça? Comment vous avez vécu ça? On peut peut-être faire Hugo dans un premier temps. Euh, pour gérer le temps, si tu veux, de 2004, on va dire, à 2021, là, euh, tu es obligé de passer par des étapes. Tu peux pas te dire, bon, bah, en plus, à l'époque, là, j'avais 9 ans, l'année prochaine, je vais être champion olympique. Non, ça, c'est pas possible. Euh, donc, tu as forcément des étapes à passer. Et puis, il faut pouvoir se lancer, se jauger par rapport aux autres, donc sur des étapes intermédiaires, quoi. Donc, c'est les championnats de France, c'est déjà réussir, enfin, entre guillemets, réussir. Euh, sur les catégories jeunes, je me suis très tôt pris des bonnes fessées, on va pas se mentir, qui ont été très douloureuses parce que pour moi, voilà, l'école, c'était pas facile, j'étais pas vraiment mis en valeur, et puis l'aviron, pour moi, c'était un peu un échappatoire. Et de pas réussir dans ma passion, enfin, ça met quand même un gros coup, quoi, mentalement. Et très tôt, il faut réussir à passer ce cap-là et puis en remettre un peu plus pour du coup gagner ces championnats de France qui ont été gagnés. Et puis ensuite, c'est les équipes de France jeunes. C'est vraiment y aller petit à petit. Et nous, la saison, comme elle se construit, si tu veux, l'hiver est très très long parce qu'il fait froid. Les entraînements, c'est tous les jours, c'est le matin et le soir. C'est dehors, il fait -5, il fait 0. Les entraînements sont très très durs, donc forcément le temps est long parce que c'est un sport d'été et nous les compétitions elles commencent à partir d'avril gentiment jusqu'au mois de septembre. Donc tout ce temps-là, en fait, il faut réussir à le, à le, non, j'ai perdu le mot. Finalement, en profiter pour construire quelque chose de très très solide pour arriver sur ces compétitions dures un peu comme le fer, quoi. Et c'est sûr que l'hiver, on a des doutes parce que finalement, on n'a pas la concurrence internationale, donc c'est pas trop où on en est. Donc on se fixe toujours des petits objectifs. Donc par exemple, nous au mois de décembre, on a un objectif à remplir physique. Donc sur une course sur 2 km à la machine à ramer. Je peux vous dire que ça, c'est pas drôle du tout parce qu'il faut s'en mettre. Ça fait vraiment très mal. Physiquement, c'est très très dur. Donc il faut passer par là. Et ensuite, on a nos sélections nationales qui commencent à partir du mois de mars. Donc voilà comment nous on fonctionne. Donc on commence d'abord à se dire au mois de septembre, je reprends après les championnats du monde, après ces 2 semaines de vacances. J'attaque pour claquer un record au mois de décembre. Et ensuite, il faut que je batte tous les Français au mois de mars, au mois d'avril. Et après, on commence à penser un peu à la suite, quoi. C'est vraiment y aller, penser étape par étape et valider les petits trucs pour ensuite, petit à petit, je monte les marches et arriver finalement au mois d'août, au mois de septembre, prêt pour en découdre, quoi. Voilà un peu comme on fonctionne et tout ça, il faut, comme disait Matt, pour réussir à construire quelque chose de très très solide, c'est s'entourer de gens meilleurs que nous dans tous les domaines, surtout que nous on est un sport amateur où c'est encore une mentalité assez vieillotte, donc on a dû bousculer un peu les mentalités, aller chercher des choses qui étaient pour certaines personnes de notre milieu signe de faiblesse. Donc il fallait et il faut avoir des couilles en gros au quotidien quoi, pour bousculer un peu un peu ces gens-là et puis voilà s'entourer de gens meilleurs. Franchement pour moi c'est vraiment la clé, c'est de s'entourer de gens meilleurs que soi, quoi. S'entourer de gens meilleurs, leur faire confiance. Et puis tu disais, ouais, donc il y a un combat dans le combat. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose, un combat dans le combat, c'est le fait de se dire, ce que je veux dire, c'est que il y a le combat sur la performance pour vous, et le combat dans le combat, c'est aussi essayer de faire bouger certaines mentalités
au sein de peut-être de la fédération avec les gens. Bon, j'ai bien compris qu'il y a des choses que vous avez dû aussi vous affirmer, ça c'est intéressant. Et tu as dit tout à l'heure, il y a bon, voilà, des résultats scolaires un peu moyens dans l'aviron où tu prends des fessées. Est-ce que tu as une technique, toi, quand tu es un petit peu au fond du saut parce que tu dis derrière, ben voilà, je vais chercher les championnats de France, mais qu'est-ce qui fait quand tu prends une fessée en aviron, que ça va pas à l'école et que tu es dans un mauvais mood, on va dire, comment tu fais pour te remonter mentalement? Euh, Avec Matt, on a mis du temps à comprendre comment il fallait faire. À partir, en fait, le déclic qu'on a eu, c'est à partir des Jeux de 2016 à Rio, là on fait sixième. Euh, En fait, ce qu'on faisait, c'était en fait 2015, 2016, 2017, trois fois suite sur la finale mondiale et les Jeux, on fait sixième et on comprend pas pourquoi, alors que on faisait partie des prétendants pour le podium. Et à chaque année, on refaisait exactement les mêmes erreurs que l'année précédente. Et là, on s'est dit, et en fait, on est un peu bête parce qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour passer le cap, pour monter sur cette putain de boîte. Et, euh, et en fait, en fait, c'est tout simplement, c'est une remise en question, c'est garder les trucs qui marchent, garder un socle assez solide, ne pas trop se disperser et lancer un peu sa curiosité, aller voir, analyser ce qui n'a pas été, voilà ce que je disais, ce qui a été, et pousser vraiment les cursus, les paramètres au maximum de la performance, vraiment faire un état des lieux de ce qui fait la performance finalement. Et dans un milieu qui était assez conservateur, amateur, c'est quand même pas facile. Donc il faut aller chercher, on est allé chercher des témoignages en judo, en athlétisme, dans des sports qui sont quand même assez évolués ou assez pro en France. Et on est allé chercher toutes ces informations, on les a triées forcément parce qu'il n'y en a pas que des bonnes. Et on a essayé de pousser ces curseurs de paramètres de performance au maximum. Et ça demande énormément de travail parce que finalement, il faut réussir à garder ce qui va et à prendre ces autres paramètres en plus et les ajouter à son quotidien qui est déjà très rempli, qui est déjà très usant et qui demande en plus un financement en plus quoi. Donc il faut investir. Donc avec Matt, ce qu'on a fait, au début on a investi notre argent perso. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, mais on l'a fait quoi, pour passer ce cap. Et on est allé demander de l'aide justement. Voilà, quelqu'un de très proche qui nous a aidé justement à trouver des financements, à nous vendre. Et en accumulant toutes ces choses, on a réussi à monter un peu une espèce de team pour voilà, cet entourage qui a fait que aujourd'hui, quand on regarde derrière, on est plutôt assez fier de ce qu'on a accompli parce que même si on n'avait pas ramené cette médaille, on a construit quelque chose d'assez fort, quoi, quelque chose de solide et je pense que c'est notre manière à nous de réussite et bon, coup de peau, enfin coup de peau, c'est pas vraiment coup de peau, on gagne. Donc Je pense voilà. qu'il n'y a pas de hasard quand on entend tout ça. Toi, Mathieu, je sais qu'il y a eu aussi un sacrifice géographique, il y a eu plein de sacrifices personnels. Est-ce que tu peux nous parler de cette notion Hugo parlait d'investissement financier, investissement physique, investissement moral, mental. Est-ce que tu peux nous parler de cette notion de sacrifice et quel pourcentage vous considérez dans la réussite? Comment il faut se sacrifier pour réussir réellement? Écoute, c'est une réponse qui évolue au fur et à mesure de notre maturité dans ce projet parce que ce qu'on considérait au début comme des sacrifices, en fait, sont devenus des moyens de performer. Donc, quand on change de mentalité par rapport à ça, la notion de sacrifice aussi change. Euh, et donc, aujourd'hui, c'est sûr, c'est une pratique qui demande énormément d'engagement. On est sur 2 entraînements par jour. C'est un projet total aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a mis nos vies perso, nos vies pro, entre parenthèses momentanément, pour s'engager dans ce projet-là, parce que c'est la réalité du haut niveau. Si on ne fait pas ça, il n'y a pas assez dans la balance. Donc, moi, ça a été une notion qui a été clé aussi, la notion de sacrifice, encore une fois, mais on s'est posé les bonnes questions, ça part d'un choix, c'est-à-dire qu'à un moment donné, face à l'échec, et j'aimerais passer un peu plus de temps sur cette notion d'échec, parce que moi, je trouve qu'elle est centrale
notre projet et certainement aussi dans le vôtre à tous. Mais ça part d'un choix où à un moment donné on se dit est-ce que je suis déjà au maximum? Est-ce qu'il y a des domaines qui ne sont pas à l'abandon, que je n'ai pas exploré? Est-ce que je ne peux pas faire plus? La réponse, elle a tout le temps été pour nous oui, même quand on était finaliste mondial, médaillé mondial. On peut toujours plus. Et écoute, le dernier choix que j'ai fait en date, c'est le choix, quand on est champion du monde, champion d'Europe, c'est le choix de partir de Toulouse, la plus belle ville du monde, où j'avais passé 10 ans, pour venir à Lyon avec Hugo et passer plus de temps ensemble, passer plus de temps d'entraînement ensemble, de construction. Je pense que c'est un choix sans lequel on n'aurait jamais été champion olympique, qui n'a pas porté ses fruits tout de suite. Et là, c'est aussi très frustrant quand on s'engage et qu'il n'y a pas les résultats immédiats. C'est quelque chose aussi sur lequel il faut changer de point de vue aussi. On est resté confiant, on savait qu'on allait construire et que de toute façon, à un moment donné, le travail paye toujours. Donc on est resté sur notre philosophie et ce choix-là de quitter et qui a causé pas mal d'instabilité, parce que moi j'ai changé de boulot, ma copine elle a quitté le sien pour me suivre, enfin bon voilà, quand on parle de projet total, voilà, il y a tout dans la balance. Et aujourd'hui, ça a payé. Ça a payé, il n'y a pas d'autre mot. Non, non, mais effectivement, bravo. Je sais qu'on a parlé un petit peu juste avant. Il y a eu un moment, et ça, je trouve que c'est hyper important parce que le sport, à la base, c'est une passion. Hugo, j'avais coupé ton micro parce qu'il y avait un bruit. Si tu veux parler, tu le remets. Hein. Je sais que le sport, il y a une passion avant tout. L'aviron, on imagine que vous aimez ça plus que tout. Par contre, est-ce que vous pouvez juste vous exprimer un petit peu sur le côté, la notion où tous les deux, vous avez eu envie un jour d'arrêter? Et ça, je trouve que c'est aussi important parce que quand on est passionné, quand on a les compétences que vous avez, quand on a les résultats que vous avez en étant jeune, parce qu'on se doute bien que vous n'êtes pas champion olympique, vous avez dû dès le début prouver que vous avez des vraies compétences, malgré tout, le sport, la difficulté, la compétition, etc., ça pousse à un moment à se dire j'arrête ce truc que j'aime alors que je sais que je suis bon. Comment ça se passe dans vos têtes à ce moment-là et comment vous rebondissez? Écoute, moi je me sens vraiment concerné par la question, j'en parlais il y a 2 minutes, c'est que ça me parle ton image, le combat dans le combat, c'est-à-dire quand on voit une course d'aviron, on a l'impression qu'on se bat contre les autres. Moi je trouve que le plus grand combat il est à l'intérieur. Et il n'est pas seulement dans la course, il est dans toute la construction, parce que moi j'aime bien voir notre projet comme l'ascension d'une montagne, tu vois, où on se perd, on a des difficultés, où on se remet en question, on change de chemin. Sur cette route-là, moi, la notion qui m'a posé le plus de difficultés depuis 10-15 ans, c'est vraiment l'échec. C'est un mot un peu fataliste, mais c'est de ne pas, de pas être en réussite sur les résultats que j'attendais. Donc, comme je disais avant, l'engagement ne déclenche pas forcément des résultats immédiats. On est peut-être aujourd'hui récompensé de tous ces 10 années empilées, tu vois. Mais l'échec a été pour moi une notion clé parce que j'étais dans l'incompréhension, dans la frustration, et plusieurs fois j'ai failli raccrocher les pelles, comme on dit chez nous, vraiment mettre un terme à ma carrière parce que mon engagement et ce que j'en retirais, il y avait un trop gros déséquilibre pour moi. C'est-à-dire je m'engageais pleinement et je n'avais pas les résultats que j'attendais et je savais que j'étais pas à ma place. C'est peut-être ça le sentiment le pire à gérer, c'est de se dire là je me sens pas du tout à ma place, je mérite mieux. Il y a eu à chaque fois plusieurs phases, alors il y a eu le refus, tu vois. Et puis aujourd'hui, moi, l'échec, alors je ne vais pas dire que c'est une recherche, mais je sais que ça fait partie du process, et quand je le rencontre, je sais qu'il se joue quelque chose de très important. Hugo parlait de Rio 2016, on a après ça connu en 2017 le même échec, comme il disait. C'est là où à un moment donné, je suis à deux doigts d'arrêter. Il y a plusieurs phases, il y a d'abord la déception, il y a la violence de l'échec qu'on prend quand même en pleine face, qui est hyper cruelle, où on en veut la terre entière, ça nous met un peu dans un état émotionnel qui est très très compliqué à gérer. Ça, je pense qu'il faut le respecter, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Moi, ça m'a demandé du temps de le digérer, et je pense que c'est un temps qu'il faut respecter et qu'il faut accepter. Après ça, on est face à un choix, en fait. Je reviens à la notion de choix, mais je parle de sport, mais dans nos échecs perso, professionnels, etc., pour moi, c'est un petit peu la même mécanique. C'est qu'une fois qu'on s'est débarrassé de l'aspect émotionnel de l'échec, on est face à un choix, c'est j'arrête ou je continue. Et si je continue, qu'est-ce que je fais pour faire mieux et pour pas que l'histoire se répète?
Parce que moi, d'expérience, je me suis jamais vu atteindre des résultats différents en faisant la même chose. Voilà, ça, je pense que c'est important de le dire aussi. Et à chaque fois, on reprenait la feuille, on disait, ok, là, je suis face à ce choix-là, et ce moment-là, il est ultra important. Il faut le saisir, parce que je crois qu'à ce moment-là, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent et qui n'étaient pas visibles avant. Et on remet, parce qu'on est capable de remettre en question à ce moment-là et de questionner tout ce qu'on fait. Notre projet, la façon dont on l'a construit, mais vraiment de A à Z, avec tout le spectre de performance dont on parlait, et nos convictions, qu'il ne faut pas transformer en certitude. Donc nous, on est allé questionner à chaque fois. Il y a des choses qu'on a validées, qu'on a gardées, bien évidemment. C'était pas la page blanche à chaque fois. Mais on s'est dit, ah ouais, mais on ne le voyait pas. On va s'entourer, on va positionner quelqu'un qui va nous aider et qui va nous aider à monter en compétence dans ce domaine-là. Et donc à chaque fois, on faisait des sauts comme ça. Et finalement, moi, j'ai l'impression qu'on s'est vraiment construit par les échecs et par Hugo parlait de baffe dans la gueule, c'est vraiment ça, quoi, parce que c'est très violent. Mais à un moment donné, on a développé cet état d'esprit où moi aujourd'hui, plus il y a de gens qui me disent tu vas pas y arriver, plus j'ai envie d'y aller, quoi. C'est quelque chose que j'avais pas, voilà, que j'ai développé, donc tout n'est pas inné. Moi j'aime bien casser un peu cette image de sportif, c'était génétique, il a juste suivi le chemin et il a réussi, quoi. Je pense que c'est des chemins des rails qu'on a nous-mêmes posés. Et je reviens à cette notion de choix. Voilà, pour moi elle est vraiment centrale et ça a été des moments charnières, des moments où quand on était au bord de précipice, voilà, au bord d'arrêter et de passer à autre chose, et bien on est reparti. On s'est aussi aidé du collectif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu ces questionnements-là, pas forcément au même moment. Je me suis à un moment donné servi, dans le bon sens du terme, tu vois, aidé d'Hugo, qui était dans une autre dynamique, voilà. Il faut s'aider aussi de tout cet entourage qu'on s'est construit, qui à ce moment-là est très riche aussi, et qui nous tend la main. Mais voilà, moi, construction par l'échec, c'est ça que je retiens. Et du coup, quand je le rencontre aujourd'hui, je me dis là, il se joue quelque chose d'important. Je suis capable de passer un cap maintenant. Donc je me pose avec ça. C'est pas facile au début, hein, de faire face à ces échecs, parce qu'on se prend face à nous l'estime qu'on a de nous, la confiance, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et voilà, on se pose avec ça à chaque fois et on en retire souvent du bon quand c'est fait intelligemment. Voilà ce que j'étais un peu bavard, mais vraiment pour moi c'est central. Oui, non, mais c'est excellent. Hugo, toi, est-ce que par rapport à la gestion de l'échec, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, hein, on voit la médaille d'or olympique, il faut être dans les commentaires. Alors, il y a eu tout à l'heure un commentaire qui peut être intéressant. Hugo, tu as dit qu'est-ce qui était considéré comme une faiblesse par votre entourage. Tout à l'heure, tu as dit des choses qui étaient. On est allé chercher des choses qui étaient peut-être considérées comme des faiblesses dans ce sport. Est-ce que tu peux détailler ça Pour vous donner un peu le contexte, si tu veux, quand tu es arrivé en stage d'équipe, c'est Matt qui me racontait un peu cette anecdote parce qu'il est un tout petit peu plus vieux que moi. Si tu arrivé en stage d'équipe et que tu allais voir le kiné, tu étais considéré comme quelqu'un de faible, quoi, tu vois. Donc il fallait pas aller voir le kiné. Donc je t'explique pas quand tu vas aller voir ces gens et tu leur dis donnez-moi un peu plus d'argent parce que j'ai besoin d'aller voir un nutritionniste ou le pire, le chat noir, c'est d'aller voir un prépa mental, quoi, tu vois. Donc voilà un peu le contexte dans lequel on était. Et mais voilà, il faut pas hésiter à secouer les gens qui ont besoin d'être secoués, quoi. On va pas se mentir. Réussir à peut-être c'est ça, donc casser des codes et puis moi je vous trouve super humble, hein, donc ça c'est peut-être avec de l'humilité en se disant, ça rejoint tout le discours de se dire je sais que je suis fort sur certains points, je sais que je le suis moins sur d'autres, je vais chercher les compétences à droite à gauche et c'est vrai que effectivement dans la vie d'un sportif, dans la vie d'un entrepreneur, je pense que le manque d'humilité et la mauvaise gestion de l'ego, hein, parce que je pense que c'est un peu lié, ça fait faire tout un tas de conneries, ça fait qu'on s'enferme dans quelqu'un d'entre vous, là, vous disiez tout à l'heure, pas considérer les choses comme des certitudes, se mettre en question un petit peu tout. Et c'est vrai qu'il y a toujours une voie vers le succès et vers la réussite. Et tant qu'on n'en a pas, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie et qu'il faut remettre en question les choses qu'on fait sur le terrain. Effectivement, je sais qu'il y a eu aussi une période, alors c'est d'actualité, on va se permettre de plaisanter un peu avec ça, j'espère que personne n'a été gravement touché. Je sais que vous avez eu le Covid. Alors, voilà comment, donc j'imagine, vu que c'est l'actualité, on se dit là, il y a un gros coup de frein dans la préparation.
il y a un vrai temps mort physique. Comment vous gérez ça dans vos têtes? Donc vous êtes sur une préparation olympique, vous attrapez le Covid, vous êtes un peu arrêté. Comment ça se passe dans vos têtes à ce moment-là? Parce que ça, on pourrait considérer que c'est un peu comme une blessure ou des moments dans la vie d'un entrepreneur où finalement on a des envies, mais les éléments extérieurs se mettent contre nous et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Comment ça se passe dans vos têtes à ce moment-là? Bah, si tu... Moi, je laisse répondre Hugo là-dessus. Moi, je me permets de revenir juste un peu avant, parce qu'avant d'attraper le Covid, on a eu le confinement. Et je trouve que là, Oui, on aurait pu. Ça s'est joué aussi là-dessus. Ouais, bon, c'est multifactoriel, et à la fin, en plus, ça se joue à rien, on gagne à 20 centièmes. Donc, savoir ce qui a fait la différence, c'est très compliqué. Mais en tout cas, cette période-là, où on a resserré le groupe, où on sentait qu'une part de notre projet ne nous appartenait plus, voilà, une perte de maîtrise qui est très difficile quand on fait du sport de haut niveau et qu'on aime maîtriser les paramètres. Donc ça, c'est déjà un changement de pensée qui nous a fait du bien par la suite dans l'acceptation de ce qui est, dans aussi la façon d'endurer les imprévus, les choses comme ça. Donc ça, c'était un moment très compliqué parce que moi, j'avais une salle de muscu dans mon salon avec un rameur et un vélo. Donc en gros, ma station de travail, ce qui allait me permettre d'être performant, elle était à 2,50 m de mon canapé. Donc à un moment donné, il a fallu aussi faire des choix. Et on s'est encore une fois aidé du groupe avec des outils, etc., qui nous ont permis de maintenir la dynamique quand c'était hyper facile de prendre un petit peu la pente glissante qui nous aurait certainement pas amené le titre. Donc moi, voilà, après, je laisse Hugo un peu revenir sur l'aspect où on a eu le Covid, mais cette période-là, elle était hyper importante. Bah ouais, c'était une période très compliquée puisqu'en plus on sortait donc en 2018 en fait on gagne les championnats du monde. Matt me rejoint sur Lyon et sur cette année 2019 donc quotidien de Matt qui change, il est blessé toute l'année donc il y a eu sur cette année du coup que des échecs, on a fait que régresser. Et du coup, après cette année, on a fait comme d'habitude, on a pris notre petite feuille et puis on est allé de l'avant et on était vraiment remonté fort pour arriver sur ces Jeux Olympiques de 2020, le couteau entre les dents. Et puis voilà, on nous l'enlève 3 mois avant. Donc il a fallu gérer ça. Là, excuse-moi, tu parles du report des Jeux parce que je suis pas sûr que tout le monde ait suivi. Donc, avec le confinement, le Covid, les Jeux ont été reportés d'une année. Donc, ouais, c'est ça. Pour un sportif, c'est. C'est très long, hein. Surtout une année de sport, c'est un engagement physique, mental, enfin tout ce que tu veux, hein. C'est assez hardcore. Donc il fallait repartir sur une année supplémentaire. Et donc voilà, avec Matt, la consigne c'était pendant le confinement, on fait une caisse de ouf, on en profite, on a une année supplémentaire pour bosser, pour s'améliorer. Donc c'est une opportunité, on y va à fond. Et mois de septembre, donc on a notre seule compétition de l'année, c'était les championnats d'Europe. Et voilà, la semaine de ces Europes-là, je suis positif au Covid. Donc tous les efforts qu'on a fait depuis 2 ans, en fait, l'année 2019 où on voulait rattraper le coup, montrer qu'on était là, qu'on était présent et qu'il fallait compter sur nous pour les Jeux, on loupe cette occasion et puis voilà, un titre de champion d'Europe, clairement c'est quelque chose qui nous motive, qui nous donne envie. Donc voilà, il y a ça qui nous passe sous le nez et puis après Mathieu l'attrape au mois de février. Donc évidemment on a eu de la chance, on n'a pas eu de séquelles. Et Matt l'attrape 1 mois avant les championnats d'Europe. Donc lui c'était en février et les championnats d'Europe c'était fin mars. Donc je peux te dire, t'es comme ça quoi. T'es comme ça, t'as la haine contre tout le monde en fait, tu cherches un fautif. Et il faut réussir à gérer cette haine, cette énergie et la transformer en quelque chose de positif quoi. Et puis je pense qu'on l'a plutôt bien réussi puisqu'on débarque avec 3 semaines de préparation, on débarque au championnat d'Europe et puis on gagne quoi. Donc voilà un peu comment le Covid, je pense qu'on s'en est servi comme tremplin on s'est dit voilà on a une année supplémentaire pour travailler, on y va à fond, on y croit à fond et je pense que finalement pour nous ça a été quelque chose de bénéfique parce que je pense qu'on aurait peut-être pu faire un podium en 2020 mais aller chercher la gagne comme ça aurait été un peu plus compliqué. Voilà comment on l'a géré de notre côté quoi.
Et je me permets juste de préciser, je pense qu'Hugo, il touche un point important aussi, c'est le facteur motivation. Pour nous, là, clairement, le carburant, ça a été la frustration et l'adversité, etc. Donc on était dans la tempête et on se disait, on serre les dents, on reste solidaire, et du coup, on a construit une très belle histoire, un très beau lien aussi d'amitié qui aujourd'hui nous a permis d'atteindre une performance de très haut niveau. Et ce lien, il s'est fait dans la difficulté. Et voilà, à un moment donné, il y a toujours deux façons de prendre un événement, comme je disais, face à l'échec, et toujours un carburant à aller chercher. Donc là, encore une fois, c'est très personnel. Tout le monde n'a pas les mêmes, et ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Mais nous, ça a été vraiment la frustration. Et du coup, ce qui a introduit une difficulté, parce que notre volonté, c'est de continuer jusqu'à Paris. Je spoil un peu. Ce qui est difficile maintenant, c'est de trouver un nouveau carburant. Donc là, on est face à un truc inédit pour nous, c'est qu'avant, on gérait l'échec pour arriver et décrocher notre étoile. Aujourd'hui, l'étoile, on l'a entre les mains. On en veut une deuxième, il va falloir redéfinir le projet, parce que c'est un chamboulement aussi dans nos vies. Et gérer l'échec, c'est quelque chose, mais gérer la réussite, je trouve que c'est aussi très très compliqué, parce qu'il va falloir avoir la même humilité, repasser sur le banc des apprenants et se dire... allez, repasser tout au crible et justement pas transformer les convictions en évidence et en certitude. Donc ouais, retrouver des sources de motivation. Moi j'ai pas la réponse aujourd'hui, tu vois, comme quoi ça ne tombe pas dessus, c'est quelque chose qui se construit et que voilà, c'est mon défi des prochains mois. Oui, donc quand il y en a plus, il y en a encore, c'est intéressant et c'est vrai que non, non, mais moi je rejoins, je me permets de rejoindre tout ce que vous dites, hein, parce que moi je suis tout oui, en tout cas ça me met une grosse patate et une grosse énergie et c'est vrai que en tout cas je suis vachement admiratif de votre capacité d'analyser les choses, capacité de réaction. Quand par exemple le Covid ou tous les événements que vous traversez, tous ces échecs, comment vous faites donc j'imagine que c'est l'entourage, on retourne un peu là-dessus, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aide à avoir la bonne réaction? Est-ce que, donc j'entendais tout à l'heure Mathieu, tu disais moi je digère pendant quelques temps et ensuite je repars sur la bonne dynamique. Qu'est-ce qui fait? Parce que pour moi, aujourd'hui avec l'analyse que j'ai de la vie, de l'entrepreneuriat et du sport, on est tous en face de situations qui sont particulières régulièrement dans notre vie. Et pour moi, il y a des moments où on fait les bons choix par rapport à la situation, des choix qui amènent à réussir à un moment, et au contraire des choix qui vont nous enterrer petit à petit. Mais où est-ce que vous allez trouver la pertinence pour faire vos choix? Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous avez une technique là-dessus? Bah, écoute, vas-y. Moi j'en ai une, mais c'est pas forcément la meilleure pour un exemple. C'est que j'aime bien me mettre dos au mur, et une fois que je regarde en l'air, je me dis j'ai plus le choix, quoi, il faut que j'y aille. Donc moi c'est un peu comme ça que je fonctionne. Mais après avec Matt on est vachement complémentaires aussi là-dessus parce que Matt, je sens que des fois il a des gros coups de mou, donc j'essaye de le titiller un peu dans son ego, j'essaye de le bousculer, de le motiver, de lui dire en gros si tu ne te bouges pas les fesses, eh ben, tu seras derrière moi, quoi. Donc il y a cette rivalité en fait, si tu veux, cette compétition entre nous saine, mais voilà, j'aime bien l'utiliser avec lui parce que je sais qu'il fonctionne là-dessus. Donc voilà, c'est de servir un peu de son entourage pour rester un peu dans le bon rail de motivation. Et puis voilà, c'est mettre du sens un peu. Enfin voilà, cet objectif, je veux l'atteindre parce que ça me fait rêver, parce que ça peut m'apporter ça, ça peut m'apporter plein de choses. Et voilà, mettre des mots en fait sur ces motivations, y mettre du sens au quotidien et pas hésiter à. Moi, il y a un moment donné, je mettais sur mon frigo, j'avais écrit sur mon frigo, l'objectif c'est champion olympique. Et le matin, quand je me levais, et je voyais ça et je me disais, quand j'avais pas envie, je me dis, j'y vais parce que voilà, il faut que j'y aille, parce que j'ai envie de faire ça. Je me suis engagé aussi auprès de Mathieu. Matt, il va aussi s'entraîner, donc il faut que je garde le cap pour lui, pour mon rêve, et puis pour mon entourage, pour ceux qui m'entourent au quotidien, quoi. Excellent, Mathieu? Ah ouais, je valide à 100%. J'ai plein de choses à dire là-dessus, je vais essayer de faire court, sinon ça va durer 2 heures. Vas-y. Là, Hugo, encore une fois, moi je me reconnais à fond dans ce qu'il dit, c'est-à-dire la notion d'engagement. Donc engagement avec nous-mêmes, mais si on veut passer un cap en termes de puissance d'engagement, c'est m'engager avec l'autre, pour l'autre.
et donc sortir l'engagement de soi et le mettre aussi entre les mains de quelqu'un d'autre. Et moi, il y a des matins, je me suis botté le cul parce que je savais qu'Hugo, j'avais 50% de son rêve entre les mains, et à un moment donné, j'avais pas le droit de me fissurer, quoi. Donc, gros moteur, quand les moteurs personnels à un moment donné peuvent flancher, ça, aller remettre une clé dans les mains de quelqu'un, c'est énorme. Et ça, pour ça, alors ça demande une grande confiance. C'est quelque chose qu'on a construit aussi, parce qu'on se dit aujourd'hui des choses qu'on ne pouvait pas se dire avant, parce qu'avant on se voyait comme rivaux, où c'était la petite guéguerre de quel va être le meilleur de nous deux, et finalement on a compris que le véritable projet c'était d'être bon à deux, quoi, d'être bon ensemble. Et je ne pouvais pas être bon s'il n'était pas bon, et inversement. Enfin voilà, on était vraiment interdépendants. Ça a été aussi dans des moments difficiles, ça a été des gros ressorts de motivation. L'engagement, et puis moi le sens, moi c'est mon carburant au quotidien. Je veux dire, à un moment donné, si tu ne sais plus pourquoi tu fais les choses, à un moment donné les difficultés sont trop fortes, sont plus fortes que le pourquoi, et tu mets le clignotant et tu sors, et puis le projet s'arrête. Donc c'est bien définir, être bien sûr de ce pourquoi on fait les choses, et ça pour moi c'est et ce que je voulais dire aussi, je reviens un petit peu en arrière, c'est la relation, là c'est plutôt sport d'équipe, quoi. Et du coup ça va, je pense, parler à nos entrepreneurs qui travaillent ensemble. Alors ça c'est très récent pour nous, et c'est ce qui, je pense, aussi a fait notre réussite sur Tokyo, c'est qu'on a redéfini, alors qu'on se connaissait depuis 2015, un cadre dans lequel on évolue et on vit, puisqu'on se côtoie, on est tout le temps ensemble. Donc à un moment donné, on a défini un cadre de vie, aussi un cadre de parole. On a fermé la bulle, une bulle de confiance, de non-jugement, une bulle où tout peut être dit. Et là sont sortis au fur et à mesure, pas au début, parce qu'au début, il faut se mettre un peu à poil, et c'est pas évident quand on est rivaux la moitié de l'année, Hugo et moi, de balancer certains trucs. Et puis au final, il y a des déclics qui se sont faits là-dessus, et on a sorti des choses qui ont été d'une puissance énorme dans le lien qu'on a construit tous les deux. Et ça, c'est très très récent. On était encore en train de faire une séance comme ça 2 semaines avant de partir à Tokyo, même 10 jours. Et ça, définir un cadre, mais c'est cadre de travail, quoi. Ça a permis à chacun de prendre sa place, de se sentir bien dans le projet, de s'accaparer une part du projet, d'apporter aussi quelque chose et d'en attendre quelque chose. Et en fait, tout le monde est gagnant, parce que j'apporte quelque chose, mais j'en retire quelque chose, et à un moment donné, ça donne envie aussi de s'investir, quoi. Et ça, c'est hyper récent, et ça, je sais que il faudra qu'on le développe encore, parce que là, on quitte complètement la sphère du sport, mais on est dans la perf de l'humain, parce qu'on n'est pas 2 robots qui remontent sur le bateau, on est 2 mecs très différents, pas câblés de la même façon, avec des caractères complètement différents. Et ça, il faut associer pour en tirer le meilleur. Et on a compris du coup que c'était pas parce que j'étais le meilleur individuellement et lui le meilleur individuellement qu'on irait le plus vite, mais c'est dans la fusion de nos différences et de nos forces. Donc une complémentarité vraiment qu'on a cultivée ces derniers temps, et qu'on n'a pas fini, je pense, de mettre à profit. Effectivement, c'est ce qu'on retient. De la communication. Une communication va peut-être mettre un coup de sable dans la pudeur à certains moments. Tu parlais tout à l'heure, Hugo, de faiblesse, et peut-être aussi réussir à avouer certaines faiblesses pour pouvoir justement travailler dessus, les construire. Et on revient de toute manière sur des notions, à mon avis, d'humilité et d'ego. Donc c'est vraiment tous les schémas en fait qui étaient faits, justement. On parlait tout à l'heure de gens qui sont conservateurs, le sportif, le gros chef d'entreprise, Mike Tyson, qui se lève 1 heure avant les autres, qui se lève à 4 heures, etc., qui dit jamais rien, qui parle pas de ses problèmes. Et puis finalement, je pense qu'aujourd'hui, ce que je retiens du témoignage, c'est un peu ça, c'est mettre un petit peu tout sur la table, avoir un rêve, avoir un objectif, savoir qu'il y aura des problèmes, et puis essayer de se soutenir pour bien réagir. Écoutez, moi je pense que, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, je suis juste compléter ce que tu dis. Moi, je suis d'accord, c'est un projet total. On a tout mis sur la table, on a mis notre vie entière, et on n'a pas seulement mis ce qu'on voulait que l'autre voit. Et ça a été une étape aussi. Le lien de confiance, il se construit. Donc au début, on a donné l'image qu'on voulait renvoyer, et à la fin, on a sorti les tripes, quoi. Et les choses qu'on n'a pas forcément envie de montrer. Et c'est quand on tombe le masque aussi
qu'on va chercher beaucoup plus de puissance alors que c'est des choses qu'on garde peut-être inconsciemment et qui sont plutôt synonymes de faiblesse, tu le disais, je suis assez d'accord. Et en fait, c'est dans ces failles-là qu'on est allé construire, parce que ces failles-là, en fait, on s'est aussi aperçu qu'elles nous pètent à la figure, et souvent au mauvais moment, et on ne comprend pas pourquoi. Donc, quand on sait, alors ça demande de s'exposer, hein. On se met un peu en danger. Moi, je me sentais personnellement, tu vois, très mal à l'aise, mais on a retiré que de la force. Donc, le lien, et puis, je pense qu'on l'a suffisamment mis en avant, mais ouais, pour nous, ça a été la clé. Est-ce qu'on peut dire finalement, moi c'est ce qui me vient à l'esprit, est-ce qu'on peut dire que vous êtes, alors moi je vous connais personnellement, donc vous n'êtes pas non plus des gens standards, déjà la nature vous a déjà un petit peu forgé, mais est-ce que vous pensez que vous êtes des gens donc, qui êtes dans une discipline plus ou moins normaux et qui avaient peut-être travaillé certaines choses que les autres ne travaillent pas, qui avaient justement osé certaines choses que les autres ne font pas et que finalement on parle beaucoup de force, de persévérance, on imagine que il faut être un monstre physiquement, etc. Et est-ce que finalement, il y a aussi énormément de déclics, alors c'est une évidence malgré tout ce que vous dites, mais qui est dans la relation à l'autre, peut-être même dans la confiance, la tolérance, l'amour. Est-ce que vous vous aimez déjà tous les deux? Vous êtes Oui, déjà... on peut bien le dire en public. Non, mais c'est ce qu'on voit. Oui, Oui. oui. Je trouve que le lien, tu le dis, on l'a dit, mais moi je le réappuie, tu as raison. Hein. Euh, il faut être fort physiquement. On s'entraîne comme des bêtes, on est très fort physiquement, on est très fort techniquement. Mais à un moment donné, c'est pas différenciant parce que les mecs qui étaient contre nous au jeu, c'est des monstres. C'est des monstres, donc il faut aller chercher les marges là où elles existent. Et à un moment donné, dans certains domaines de compétences, tu arrives à un moment donné à un plafond. C'est une progression continue, mais à la fin, c'est des millimètres que tu gagnes. Donc on s'est rendu compte qu'on grappillait des millimètres au quotidien, mais qu'il y a des domaines où on les fait complètement à l'abandon, notamment, moi, le côté humain, lien, et ça nous a tiré vers le haut, parce que comme on est très différents, on ne réagit pas de la même façon à la pression, et on n'a pas du tout réagi de la même façon pendant les jeux, et j'ai le sentiment que souvent, on est allé souvent rechercher l'autre, mais ça, encore une fois, ça demande comment dire, de la confiance, il faut que l'autre aussi donne des clés, parce que sinon on ne peut pas aller les chercher. Et du coup, après, c'est très instinctif. Au début, c'est un peu mécanique. Et à la fin, on le sentait. On dit, attends, il ne vibre pas de la bonne façon. Je vais lui dire des mots que je sais qui vont l'impacter. Et hop, tu le récupères. Et c'est que des petits réglages comme ça. À la fin, c'est que on gère les curseurs. Et principalement humain et sur le lien. Génial. Hugo? J'ai oublié ta question. Non, mais la question. Non, mais c'était même pas une question, mais qui rebondissait sur tout ça. Non, mais en gros, la question, c'était de se dire, bah voilà, il y a la force de l'humain, la force le fait de se soutenir tous les deux, la force du binôme, j'ai envie de dire, et puis de l'entourage, et puis le fait de se. Ouais, je pense que c'est ça, se tolérer, apprendre à se connaître réellement, sincèrement, donc être honnête et transparent avec l'autre, ça a été un pourcentage assez important de la réussite, en fait. Ah bah, oui, oui, complètement. Bah, si tu veux, les séances qu'on faisait avec Matt, où où on communiquait comme ça, en fait, avec Matt, on a une préparatrice mentale différente, en fait. Donc, on faisait des réunions à 5 avec le coach. Et puis, bah, c'est là où on faisait nos réunions, on déballait un peu notre sac, et finalement, c'est là où on a vraiment appris à se connaître un peu plus profondément, on va dire, entre guillemets, sans arrière-pensée. Non, promis. Et c'est ça, et puis de toute façon, pour que quelqu'un ait confiance en toi, il faut montrer que tu as envie, que tu as de l'énergie, que tu t'investis dans ton projet. Et c'est comme ça que commence, si tu veux, la confiance. Donc ça ouvre des portes, et c'est à partir de ce moment-là où tu peux aller gratter, et finalement, bah, du coup, aller gratter les petits détails, parce que comme disait Matt, on n'a pas du tout la même gestion bah, de gérer la pression, la difficulté, et c'est comme ça que bah, on apprend à mieux se connaître et à aider l'autre quand il en a besoin, quoi. Excellent. Non, mais super, il y a plein de partages. On va essayer de pas trop déborder sur les timings. Je sais qu'en plus, vous êtes pris, il va falloir manger, se reposer.
Ouais, vraiment, vraiment super intéressant. Moi, c'était hyper agréable de vous écouter. Vous êtes vraiment des belles personnes, je vous le dis, et puis vous méritez ce titre vraiment largement. Je suis impressionné par la construction. Vous avez quel âge aujourd'hui? Moi, 31. 28. D'accord. Ouais, non, mais écoutez, bah, bravo, chapeau. En tous les cas, sachez que vous êtes prêts pour l'entrepreneuriat aussi, hein, parce qu'il y a énormément de choses que vous avez dites. Vous connaissez le projet qu'on développe, et d'ailleurs, vous êtes inscrit dans ce projet-là, mais je veux dire, il y a plein de choses qui vous serviront énormément. C'est une construction de vie, ça c'est sûr. Vous êtes des sacrés bonhommes. Je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Donc, témoignage d'anthologie. Bon, je vous laisserai prendre le temps de lire les commentaires. Moi, je vous remercie énormément. Demain, j'en parle parce qu'il y a des gens qui sont connectés. Demain, sachez qu'on a encore une fois le privilège de passer un petit moment ensemble et on parlera. Donc aujourd'hui, c'était plutôt orienté force mentale, préparation, résistance à l'échec, etc. Et demain, on aura une communication qui sera un petit peu plus approfondie sur l'hygiène de vie, l'alimentation, l'hydratation, tout ce que vous avez l'habitude de faire pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête aussi. Donc demain, 21h, pour les gens qui ont été invités, n'hésitez pas à demander le lien aux personnes qui vous l'ont donné ce soir. Et puis voilà, moi je vais simplement conclure. On vous remercie vraiment énormément. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la richesse de votre communication et de ce que votre parcours vous a amené, mais sincèrement, c'est assez hallucinant. Donc un grand bravo. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous laisserai le mot de la fin. À demain avec grand plaisir. On s'appelle un peu avant pour se préparer. Et puis je vous souhaite une belle soirée. Bah, écoute, merci pour l'accueil chaleureux. J'ai vu passer quelques messages. On est évidemment très touchés que ces valeurs dépassent le monde du sport et puis résonnent un petit peu chez vous aussi. Donc c'est un vrai bonheur. Maintenant, voilà, c'est notre témoignage. Il y a de l'énergie certainement à prendre. Et puis, moi, j'ai envie de dire construire tout bâtiment. Les grandes règles, on les connaît, on les a partagées ensemble. Maintenant, faut trouver sa propre voie et il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour vous, je pense. Bah ouais, écoute, hein, bah, merci à tous, hein, vos petits messages, ils sont bien cool. Et puis, quand quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas sur la bonne voie, c'est que vous y êtes et il faut foncer. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours répété. Go, tu vas pas y arriver. Et finalement, j'ai fait ma tête de mule, j'y suis allé plein fer. Et voilà où j'en suis. Donc, n'hésitez pas à casser les codes, à foncer pas tête baissée et à foncer intelligemment. Voilà mon conseil. Et c'est une bonne soirée, puis on se dit à demain du coup. Hein. Ça roule avec grand plaisir. Merci les gars, excellente soirée. Bonne soirée à tout le monde. Ciao tout le monde. Si vous voulez, on peut couper la caméra et le micro et puis je ferme pas le webinaire si vous voulez jeter un œil sur les commentaires parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, je vais regarder, ça marche. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée, ciao.